À travers chants d'Hector Berlioz. Étude critique des symphonies de Beethoven. 7. Symphonie en La. La 7e symphonie est célèbre par son allegretto. Ce n'est pas que les 3 autres parties soient moins dignes d'admiration, loin de là. Mais le public ne jugeant d'ordinaire que par l'effet produit, et ne mesurant cet effet que sur le bruit des applaudissements, il s'ensuit que le morceau le plus applaudi passe toujours pour le plus beau, bien qu'il y ait des beautés d'un prix infini qui ne sont pas de nature à exciter de bruyants suffrages. Ensuite, pour rehausser davantage l'objet de cette prédilection, on lui sacrifie tout le reste. Tel est, en France du moins, l'usage invariable. C'est pourquoi, en parlant de Beethoven, on dit l'orage de la symphonie pastorale, le final de la symphonie en ut mineur, l'endenté de la symphonie en la, etc., etc. Il ne paraît pas prouvé que cette dernière ait été composée postérieurement à la pastorale et à l'héroïque, plusieurs personnes pensent au contraire qu'elle les a précédées de quelque temps. Le numéro d'ordre qui la désigne comme la 7e ne serait en conséquence, si cette opinion est fondée, que celui de sa publication. Le premier morceau s'ouvre par une large et pompeuse introduction où la mélodie, les modulations, les dessins d'orchestre, se disputent successivement l'intérêt, et qui commence par un de ces effets d'instrumentation dont Beethoven est incontestablement le créateur. La masse entière frappe un accord fort et sec, laissant à découvert, pendant le silence qui lui succède, un hautbois, dont l'entrée, cachée par l'attaque de l'orchestre, n'a pu être aperçue, et qui développe seul, en son tenu, la mélodie. On ne saurait débuter d'une façon plus originale. À la fin de l'introduction, la note mi-dominante de la, ramenée après plusieurs excursions dans les tons voisins, devient le sujet d'un jeu de timbres entre les violons et les flûtes, analogue à celui qu'on trouve dans les premières mesures du final de la symphonie héroïque. Le mi va et vient, sans accompagnement, pendant 6 mesures, changeant d'aspect chaque fois qu'il passe des instruments à cordes aux instruments avant. Gardé définitivement par la flûte et le hautbois, il sert à lier l'introduction à l'allegro, et devient la première note du thème principal, dont il dessine peu à peu la forme rythmique. J'ai entendu ridiculiser ce thème à cause de son agreste naïveté. Probablement le reproche de manquer de noblesse ne lui eût point été adressé, si l'auteur avait, comme dans sa pastorale, inscrit en grosses lettres, en tête de son allegro. Ronde de paysans. On voit par là que, s'il est des auditeurs qui n'aiment point à être prévenus du sujet traité par le musicien, il en est d'autres, au contraire, fort disposés à mal accueillir toute idée qui se présente avec quelque étrangeté dans son costume, quand on ne leur donne pas d'avance la raison de cette anomalie. Faute de pouvoir se décider entre 2 opinions aussi divergentes, il est probable que l'artiste, en pareille occasion, n'a rien de mieux à faire que de s'en tenir à son sentiment propre, sans courir follement après la chimère du suffrage universel. La phrase dont il s'agit est d'un rythme extrêmement marqué, qui, passant ensuite dans l'harmonie, se reproduit sous une multitude d'aspects, sans arrêter un instant sa marche cadencée jusqu'à la fin. L'emploi d'une formule rythmique obstinée n'a jamais été tenté avec autant de bonheur, et cet allegro, dont les développements considérables roulent constamment sur la même idée, est traité avec une si incroyable sagacité, les variations de la tonalité y sont si fréquentes, si ingénieuses. Les accords y forment des groupes et des enchaînements si nouveaux, que le morceau finit avant que l'attention et l'émotion chaleureuse qui l'excite chez l'auditeur aient rien perdu de leur extrême vivacité. L'effet harmonique le plus hautement blâmé par les partisans de la discipline scolastique, et le plus heureux en même temps, est celui de la résolution de la dissonance dans l'accord de sixte et quinte sur la sous-dominante du ton de mi naturel. Cette dissonance de seconde placée dans l'aigu sur un trémolo très fort, entre les premiers et les seconds violons, se résout d'une manière tout à fait nouvelle. On pouvait faire rester le mi et monter le fa dièse sur le sol, ou bien garder le fa en faisant descendre le mi sur le ré. Beethoven ne fait ni l'un ni l'autre, sans changer de basse,
il réunit les deux parties dissonantes dans une octave sur le fa naturel, en faisant descendre le fa dièse d'un demi-ton, et le mi d'une septième majeure. L'accord, de quinte et sixte majeur qu'il était, devenant ainsi sixte mineur, sans la quinte qui s'est perdue sur le fa naturel. Le brusque passage du forte au piano, au moment précis de cette singulière transformation de l'harmonie, lui donne encore une physionomie plus tranchée et en double la grâce. N'oublions pas, avant de passer au morceau suivant, de parler du crescendo curieux au moyen duquel Beethoven ramène son rythme favori un instant abandonné. Il est produit par une phrase de deux mesures, Ré, Ut dièse, Si dièse, Si dièse, Ut dièse, dans le ton de la majeure, répété 11 fois de suite au grave par les basses et altos, pendant que les instruments avant tiennent le mi, en haut, en bas et dans le milieu, en quadruple octave, et que les violons sonnent comme un carillon les trois notes mi, la, mi, ut, répercutées de plus en plus vite, et combinées de manière à présenter toujours la dominante, quand les basses attaquent le ré, ou le si dièse, et la tonique, ou sa tierce pendant qu'elles font entendre l'ut. C'est absolument nouveau, et aucun imitateur, je crois, n'a encore essayé fort heureusement de gaspiller cette belle invention. Le rythme, un rythme simple comme celui du premier morceau, mais d'une forme différente, est encore la cause principale de l'incroyable effet produit par l'allegretto. Il consiste uniquement dans un dactyle suivi d'un spondé, frappé sans relâche, tantôt dans 3 parties, tantôt dans une seule, puis dans tout ensemble, quelquefois servant d'accompagnement, souvent concentrant l'attention sur eux seuls, ou fournissant le premier thème d'une petite fugue épisodique à 2 sujets dans les instruments à cordes. Il se montre d'abord dans les cordes graves des altos, des violoncelles et des contrebasses, nuancés d'un piano simple, pour être répété bientôt après dans un pianissimo plein de mélancolie et de mystère. De là il passe au second violon, pendant que les violoncelles chantent une sorte de lamentation dans le mode mineur. La phrase rythmique s'élevant toujours d'octave en octave, arrive au premier violon, qui, par un crescendo, la transmet aux instruments avant dans le haut de l'orchestre, où elle éclate alors dans toute sa force. Là-dessus la mélodieuse plainte, émise avec plus d'énergie, prend le caractère d'un gémissement convulsif. Des rythmes inconciliables s'agitent péniblement les uns contre les autres. Ce sont des pleurs, des sanglots, des supplications. C'est l'expression d'une douleur sans bornes, d'une souffrance dévorante. Mais une lueur d'espoir vient de naître, à ces accents déchirants succède une vaporeuse mélodie, pure, simple, douce, triste et résignée comme la patience souriant à la douleur. Les basses seules continuent leur inexorable rythme sous cet arc-en-ciel mélodieux, c'est, pour emprunter encore une citation à la poésie anglaise. One fatal remembrance, one sorrow, that throws its black shade alike o'er our joys and our woes. Après quelques alternatives semblables d'angoisse et de résignation, l'orchestre, comme fatigué d'une si pénible lutte, ne fait plus entendre que des débris de la phrase principale, il s'éteint affaissé. Les flûtes et les hautbois reprennent le thème d'une voix mourante, mais la force leur manque pour l'achever, ce sont les violons qui la terminent par quelques notes de pizzicato à peine perceptibles. Après quoi, se ranimant tout à coup comme la flamme d'une lampe qui va s'éteindre, les instruments avant exhalent un profond soupir sur une harmonie indécise, et, le reste est silence. Cette exclamation plaintive, par laquelle l'andante commence et finit, est produite par un accord, celui de sixte écarte, qui tend toujours à se résoudre sur un autre, et dont le sens harmonique incomplet est le seul qui put permettre de finir, en laissant l'auditeur dans le vague et en augmentant l'impression de tristesse rêveuse où tout ce qui précède a dû nécessairement le plonger. Le motif du scherzo est modulé d'une façon très neuve. Il est en fa majeur et, au lieu de se terminer, à la fin de la première reprise, en ut, en si bémol, en ré mineur, en la mineur, en la bémol, ou en ré bémol, comme la plupart des morceaux de ce genre, c'est au ton de la tierce supérieure, c'est à la naturelle majeure que la modulation aboutit.
Le scherzo de la symphonie pastorale, en fa, comme celui-ci, module à la tierce inférieure, en ré majeur. Il y a quelques ressemblances dans la couleur de ces enchaînements de tons, mais l'on peut remarquer encore d'autres affinités entre les deux ouvrages. Le trio de celui-ci, Presto Meno Assai, où les violons tiennent presque continuellement la dominante, pendant que les hautbois et les clarinettes exécutent une riante mélodie champêtre au-dessous, est tout à fait dans le sentiment du paysage et de l'idylle. On y trouve encore une nouvelle forme de crescendo, dessinée au grave par un second corps, qui murmure les deux notes la, sol dièse, dans un rythme binaire, bien que la mesure soit à 3 temps, et en accentuant le sol dièse, quoique le la soit la note réelle. Le public paraît toujours frappé d'étonnement à l'audition de ce passage. Le final est au moins aussi riche que les morceaux précédents en nouvelles combinaisons, en modulations piquantes, en caprices charmants. Le thème offre quelques rapports avec celui de l'ouverture d'Armide, mais c'est dans l'arrangement des premières notes seulement, et pour l'œil plutôt que pour l'oreille, car à l'exécution rien de plus dissemblable que ces deux idées. On apprécierait mieux la fraîcheur et la coquetterie de la phrase de Beethoven, bien différente de l'élan chevaleresque du thème de Gluck, si les accords frappés à l'aigu par les instruments avant dominaient moins les premiers violons chantant dans le médium, pendant que les seconds violons et les altos accompagnent la mélodie en dessous par un trémolo en double corde. Beethoven a tiré des effets aussi gracieux qu'imprévus, dans tout le cours de ce finale, de la transition subite du ton du dièse mineur à celui de ré majeur. L'une de ses plus heureuses hardiesses harmoniques est, sans contredit, la grande pédale sur la dominante mi, brodée par un ré dièse d'une valeur égale à celle de la bonne note. L'accord de septième se trouve amené quelquefois au-dessus, de manière à ce que le ré naturel des parties supérieures tombe précisément sur le ré dièse des basses. On peut croire qu'il en résultera une horrible discordance, ou tout au moins un défaut de clarté dans l'harmonie, il n'en est pas ainsi cependant, la force tonale de cette dominante est telle, que le ré dièse ne l'altère en aucune façon, et qu'on entend bourdonner le mi exclusivement. Beethoven ne faisait pas de musique pour les yeux. La coda, amenée par cette pédale menaçante, est d'un éclat extraordinaire, et bien digne de terminer un pareil chef-d'œuvre d'habileté technique, de goût, de fantaisie, de savoir et d'inspiration. 8. Symphonie en fa. Celle-ci est en fa comme la pastorale, mais conçue dans des proportions moins vastes que les symphonies précédentes. Pourtant si elle ne dépasse guère, quant à l'ampleur des formes, la première symphonie, en ut majeur, elle lui est au moins de beaucoup supérieure sous le triple rapport de l'instrumentation, du rythme et du style mélodique. Le premier morceau contient 2 thèmes, l'un et l'autre d'un caractère doux et calme. Le second, le plus remarquable selon nous, semble éviter toujours la cadence parfaite, en modulant d'abord d'une façon tout à fait inattendue, la phrase commence en ré majeur et se termine en ut majeur, et en se perdant ensuite, sans conclure sur l'accord de septième diminué de la sous-dominante. On dirait, à entendre ce caprice mélodique, que l'auteur, disposé aux douces émotions, en est détourné tout à coup par une idée triste qui vient interrompre son chant joyeux. L'Andante scherzando est une de ces productions auxquelles on ne peut trouver ni modèle ni pendant. Cela tombe du ciel tout entier dans la pensée de l'artiste, il l'écrit tout d'un trait, et nous nous ébahissons à l'entendre. Les instruments avant jouent ici le rôle opposé de celui qu'ils remplissent ordinairement, ils accompagnent d'accords plaqués, frappés 8 fois pianissimo dans chaque mesure, le léger dialogue à punta d'arco, des violons et des basses. C'est doux, ingénu et d'une indolence toute gracieuse, comme la chanson de 2 enfants cueillant des fleurs dans une prairie par une belle matinée de printemps. La phrase principale se compose de 2 membres, de 3 mesures chacun, dont la disposition symétrique se trouve dérangée par le silence qui succède à la réponse des basses. Le premier membre finit ainsi sur le temps faible, et le second sur le temps fort. Les répercussions harmoniques des hautbois, des clarinettes, des cors et des bassons, intéressent si fort,
que l'auditeur ne prend pas garde, en les écoutant, au défaut de symétrie produit dans le chant des instruments à cordes par la mesure de silence surajoutée. Cette mesure elle-même n'existe évidemment que pour laisser plus longtemps à découvert le délicieux accord sur lequel va voltiger la fraîche mélodie. On voit encore, par cet exemple, que la loi de la carrure peut être quelquefois enfreinte avec bonheur. Croirait-on que cette ravissante idylle finit par celui de tous les lieux communs pour lequel Beethoven avait le plus d'aversion, par la cadence italienne ? Au moment où la conversation instrumentale des deux petits orchestres, avant et à cordes, attache le plus, l'auteur, comme s'il eût été subitement obligé de finir, fait se succéder en trémolo, dans les violons, les 4 notes, sol, fa, la, si bémol, sixte, dominante, sensible et tonique, les répète plusieurs fois précipitamment, ni plus ni moins que les Italiens quand ils chantent Felicita, et s'arrêtent court. Je n'ai jamais pu m'expliquer cette boutade. Un menuet avec la coupe et le mouvement des menuets d'Haydn remplace ici le scherzo à 3 temps brefs que Beethoven inventa, et dont il a fait dans toutes ses autres compositions symphoniques un emploi si ingénieux et si piquant. À vrai dire, ce morceau est assez ordinaire, la vétusté de la forme semble avoir étouffé la pensée. Le final, au contraire, étincelle de verve, les idées en sont brillantes, neuves et développées avec luxe. On y trouve des progressions diatoniques à 2 parties en mouvement contraire, au moyen desquelles l'auteur obtient un crescendo d'une immense étendue et d'un grand effet pour sa péroraison. L'harmonie renferme seulement quelques duretés produites par des notes de passage, dont la résolution sur la bonne note n'est pas assez prompte, et qui s'arrêtent même quelquefois sur un silence. En violentant un peu la lettre de la théorie, il est facile d'expliquer ces discordances passagères, mais, à l'exécution, l'oreille en souffre toujours plus ou moins. Au contraire, la pédale haute des flûtes et des hautbois sur le fa, pendant que les timbales accordées en octave martèlent cette même note en dessous, à la rentrée du thème, les violons faisant entendre les notes ut, sol, si bémol de l'accord de 7e dominante, précédé de la tierce fa, la, fragment de la corde tonique. Cette note tenue à l'aigu, dis-je, non autorisée par la théorie, puisqu'elle n'entre pas toujours dans l'harmonie, ne choque point du tout. Loin de là, grâce à l'adroite disposition des instruments et au caractère propre de la phrase, le résultat de cette agrégation de sons est excellent et d'une douceur remarquable. Nous ne pouvons nous dispenser de citer, avant de finir, un effet d'orchestre, celui de tous, peut-être, qui surprend le plus l'auditeur à l'exécution de ce final, c'est la note ut dièse attaquée très fort par toute la masse instrumentale, à l'unisson et à l'octave, après un diminuendo qui est venu s'éteindre sur le ton du naturel. Ce rugissement est immédiatement suivi, les 2 premières fois, du retour du thème en fa, et l'on comprend alors que l'ut dièse n'était qu'un ré bémol en harmonique, 6e note altérée du ton principal. La 3e apparition de cette étrange rentrée est d'un tout autre aspect, l'orchestre, après avoir modulé en ut, comme précédemment, frappe un véritable ré bémol suivi d'un fragment du thème en ré bémol, puis un véritable ut dièse, auquel succède une autre parcelle du thème en ut dièse mineur. Reprenant enfin ce même ut dièse, et le répétant 3 fois avec un redoublement de force, le thème rentre tout entier en fa dièse mineur. Le son qui avait figuré au commencement comme une sixte mineure devient donc successivement, la dernière fois, tonique majeure bémolisée, tonique mineure diésée, et enfin dominante. C'est fort curieux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.